Bonjour Ghassan Salamé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview aujourd'hui au Cercle des économistes. Merci de m'avoir invité. C'est avec un grand plaisir. Vous participez au débat La culture est-elle une force de frappe économique? Est-ce que vous pensez que c'est le cas pour la France? Certainement. Moi, ce qui m'avait attiré l'attention il y a quelques années, lorsque j'ai vu que le volume des exportations britanniques avait gonflé subitement. Je suis allé voir et j'ai découvert qu'ils avaient installé toutes les industries créatives dedans. Par exemple, lorsqu'une maison d'architecture à Londres construisait une maison pour un Richard de Dubaï, eh bien c'était de l'exportation. Quand vous avez placé votre petite sœur pour apprendre l'anglais dans une école du Kent, ils avaient mis ça sur le compte de l'exportation de produits culturels. Et c'est comme ça que l'exportation des produits culturels sont devenus dans les comptes britanniques du commerce extérieur la première rubrique, bien avant toutes les autres exportations, je crois à 21% si j'ai bonne mémoire, il y a quelques années. Donc j'ai compris un truc à l'époque, et à cette époque-là, on venait de terminer la rédaction et la promotion de la Convention sur la diversité culturelle, et je découvrais ainsi l'impact qui peut être immédiat sur les industries créatives. J'aime pas le mot contenu, c'est à la mode maintenant. Les gens ont l'impression qu'on peut créer la machine et ensuite on met quelque chose dedans, et ça c'est le contenu. Donc toute cette idéologie du content est quelque chose qui me donne un peu Qui vous fâche? Oui. qui me donne un peu l'impression d'une espèce de racisme contre les créatifs. Mais parce que je pense que le contenu n'est pas là uniquement pour remplir des médias qu'on a inventés, mais que le contenu lui-même a une existence en lui-même et pour lui-même. Et c'est là où le débat est sans fin et n'est pas fini, et a conduit à des bagarres, notamment entre l'OMC, l'UNESCO, etc., sur le statut du produit culturel. Est-ce que c'est un produit marchandisable comme tous les autres produits, ou est-ce qu'il a une nature propre parce qu'il est d'un côté un produit, un film de cinéma ou un livre, etc. Ils ont besoin d'être vendus, sinon les producteurs et les auteurs mourraient de faim. Donc c'est des produits commerciaux comme les autres. Mais par ailleurs, ils ont une autre nature parce qu'ils reflètent une identité personnelle et collective particulière qu'il faut prendre en considération et qui justifie pour certains, comme vous le savez sans doute puisque vous êtes française, le maintien des subventions à l'action culturelle. Ça, c'est un débat ouvert il y a maintenant 15 ans et qui est loin d'être clos. Alors, vous parlez de contenu, et c'est vrai qu'aujourd'hui, à Aix, donc pendant ces 3 jours, on parle beaucoup d'innovation, de technologie. Quel modèle peut-on mettre en place, quel modèle innovant dans ce monde confronté aujourd'hui au numérique notamment? Je ne peux pas. Je suis moi-même un féru de social media et je tweete, etc., tout ce que vous voulez. Donc je ne suis pas un vieux dinosaure en dépit de mes cheveux blancs qui ne veut pas entendre parler de la révolution technologique. J'aime la révolution technologique, elle me rend très optimiste, elle me rend encore plus admiratif de la possibilité créatrice de l'esprit humain. Donc, ayant dit tout cela, je dis que plus la révolution technologique avance et produit des choses plus rapides, moins chères, plus performantes, avec encore plus de pixels et tout ce que vous voulez, plus l'idée devient la chose la plus précieuse. L'idée. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'arrive plus à décélérer le processus de cette 4e révolution industrielle, qui est beaucoup plus rapide que la première révolution industrielle, beaucoup plus avec un impact sur l'économie beaucoup plus immense qu'on l'aurait imaginé il y a même 10 ans, pour ne pas dire il y a 30 ans ou 40 ans. Mais plus que jamais, l'idée est ce qui manque le plus, est la chose la plus précieuse. Et c'est pourquoi parfois, effectivement, Hollywood paye pour un scénario subitement des fortunes, tout simplement parce qu'il y a une idée. Parce que l'idée reste la matière, à la fois, comme disent les saxophones, priceless et valueless. D'un côté, elle n'est pas palpable, donc on peut dire, bon, c'est une idée comme une autre, et subitement, c'est le seul signe de vrai génie. Et c'est pour cela, l'idée
loin de... Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en particulier quelque chose de très particulier qui est le rapport entre l'esprit créatif et l'érudition. Avec Google, avec Wikipédia, avec you name it, et avec vous avez sur votre téléphone tout ce dont vous avez besoin. En réalité, on n'a plus besoin d'érudits. C'est vrai, on n'a plus besoin d'érudits. Celui qui savait tout, qui est dans les salons, épater ses dames parce qu'il sait tout sur tout, etc. Celui-là, on n'en a plus besoin. Par contre, un esprit inventif, un esprit créateur, un esprit qui réfléchit bien, on en a plus que jamais besoin. Et c'est pourquoi ce n'est pas vrai que la disponibilité de l'information, grâce à la révolution technologique et la digitalisation, met fin à la réflexion. Au contraire, elle rend peut-être l'érudition caduque, mais la réflexion, on n'en a plus que jamais besoin. Et pour les sceptiques de la culture en tant que force de frappe, qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour prouver que la culture est réellement quelque chose que l'on peut exporter et qui peut faire vivre un pays? J'ai envie de leur dire que la culture peut être méchante. Parce qu'une bonne partie des conflits aujourd'hui dans le monde, ce que les industriels et les commerçants détestent, et les entreprises encore plus, les gens qui se font la guerre au lieu de faire du commerce, aujourd'hui sont sur une base culturelle. Aujourd'hui, nous vivons un moment où les idéologies se sont affaissées, les grandes idéologies du XXe siècle, où la plupart des conflits, depuis les Balkans jusqu'à l'Ukraine, en passant par le Proche-Orient et d'autres régions du monde, sont sur une base culturelle, c'est-à-dire sont moi contre vous. Ce que vous êtes, la couleur de votre peau, la longueur de votre nez, sont beaucoup plus importants que ce que vous pensez. Donc il n'y a plus tellement de solidarité sur une base commune de pensée, mais beaucoup plus sur une ressemblance à la naissance. Et ce que vous êtes devient beaucoup plus important que ce que vous pensez. Et ça c'est l'autre aspect de la culture, c'est-à-dire de la culture belligène, de la culture qui est à l'origine des conflits, de la culture qui est à l'origine de la destruction et non pas de la construction. C'est pourquoi à ceux qui pensent que la culture n'est pas une force de frappe, je répète la chose suivante. C'est une force de frappe pour le bien, quand elle est productrice d'idées, et ça peut être une force de frappe pour le mal, quand les gens sont saisis par une fièvre culturaliste qui oppose les uns aux autres et qui les met dans une situation de clash qui n'est pas bonne non plus pour les entreprises et pour le commerce. C'est pourquoi je pense que pendant très très longtemps, on a considéré que la culture était quelque chose comme une plante qu'on entretient, qui comme ça décore un peu le salon, mais qui n'est pas, c'est pas une affaire sérieuse. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus continuer à penser comme cela, parce que la culture a remplacé l'idéologie, et la culture a aussi remplacé dans beaucoup de cas la religion, et aussi parce que la culture est la source de ce fameux contenu sans lequel les révolutions technologiques resteraient des opérations sans lendemain. Merci beaucoup, Ghassan Salamé, pour cette interview. Merci à vous.